Bonjour à tous, bienvenue pour notre séminaire sur l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement dans le domaine du froid, dans les métiers du froid. C'est une des activités du groupe et c'est une activité qui reprend de l'ampleur et du développement avec l'arrivée dans le groupe Technéa de l'équipe chevronnée et expérimentée d'AR2E, et en particulier de Robert Ducrot et Gabriel Pellissère, avec qui on travaille maintenant depuis 2 ans pour relancer ces activités et compléter nos activités d'inspection dans le secteur du froid et nos activités qui permettent d'apporter la confiance dans la performance et la conformité du froid, de la clim, que ce soit dans le secteur de la santé, de l'alimentaire et bien entendu du bien-être des populations. Cette activité d'inspection des installations classées est une activité très spécifique en France et moins présente dans nos autres implantations dans le monde ou en Europe, puisque aujourd'hui, nous travaillons dans une quarantaine de pays, mais cette activité installation classée, elle est quand même essentiellement française. Néanmoins, elle concerne aussi les départements d'outre-mer, où nous sommes implantés maintenant dans l'océan Indien avec la Réunion et Mayotte, et bientôt aux Antilles. Dans ce séminaire, nous aurons l'occasion de rebalayer les obligations réglementaires dans le secteur du froid, parce que nous travaillons sur l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, mais comme toutes les missions du SEMAFROID, c'est essentiellement dans le secteur du froid que nous œuvrons avec l'expertise de nos équipes. C'est Robert Ducrot qui m'a présenté les obligations, la réglementation des ICPE dans ce domaine. Nous aurons ensuite une présentation par Yann de Champsavin et Gabriel Pellissère des inspections d'installations classées typiquement dans le froid, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce qui est concerné. Et puis, je remercie nos clients et partenaires de participer aujourd'hui à ce webinaire pour témoigner de leurs activités avec nous en termes d'inspection des installations classées, avec François Chauveau de la vitraine d'abattage d'Agro-Mousquetaire, de Guillaume Crépin de Fleury-Michon et d'Élise Besson de Steph, donc à la fois sur l'industrie agroalimentaire et l'entreposage, de gros secteurs dans lesquels on trouve des installations classées pour la protection de l'environnement frigorifique. Et puis, nous terminerons ce webinaire avec évidemment toutes les questions-réponses que vous pouvez avoir. C'est l'objectif des échanges. Et puis, nous conclurons sur ce dossier. Évidemment, les présentations et le webinaire seront accessibles ensuite pour revenir sur certains sujets ou approfondir certaines questions. Et puis, les intervenants restent à votre disposition. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Robert pour nous présenter la réglementation ICPE et ses implications dans le domaine du froid. Robert, tu connais ça beaucoup mieux que moi et je te laisse attaquer sur ce sujet. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas complètement la réglementation pour la protection de l'environnement, je rappelle que toute notre réglementation s'articule à partir des directives et des règlements européens et qu'ensuite c'est décliné dans la réglementation française sous forme de lois, de décrets et d'arrêtés spécifiques. Pour faire simple, je vais simplement rappeler qu'il y a différentes catégories d'activités ou d'emploi de produits dangereux pour la protection des personnes. Il a donc été mis en place une réglementation qui a évolué ces dernières années sans remonter jusqu'à Napoléon,
Disons que nous sommes soumis depuis une bonne trentaine d'années, un peu plus, à des directives, donc des règlements et des arrêtés qui vont toucher les différentes catégories d'établissements ou les différentes catégories d'emploi de produits toxiques. Donc, nous avons donc, comme vous le savez, des établissements soumis à déclaration et contrôle, des établissements soumis à enregistrement, soumis à autorisation. Et ces VESO, il y en a peu dans les industries alimentaires, il y en a quand même quelques-uns, puisque maintenant les classements se font par, comme vous le savez, par addition de différents produits à risque. Voilà. Donc, on additionne tout sur un site industriel et si on dépasse une certaine valeur, on entre dans la réglementation dite Seveso, qui est une réglementation autorisation mais avec des contraintes supplémentaires. Voilà. Donc, pour faire simple, déclaration et contrôle, ce sont des activités externalisées à des sociétés qui sont accréditées par le COFRAC et qui font donc des contrôles périodiques pour le compte de l'État. Les activités soumises après enregistrement, autorisation et bien sûr CVSO ressortent directement du contrôle des DREAL qui ont une fréquence de contrôle à respecter en fonction du type d'établissement. Et il peut se faire, dans certains cas, d'établissements soumis à autorisation ou enregistrement, qu'on soit sollicité pour faire des contrôles d'activités qui ressortent simplement de la déclaration, mais dans une entité soumise à enregistrement, autorisation. Les DREAL n'arrivant pas à tout faire, quelquefois, ça nous est délégué. Mais dans ce cas-là, nous n'avons pas le droit d'utiliser le logo COFRAC, qui est réservé à notre activité spécifique, déclaration contrôle indépendante. Voilà. Je pense avoir fait la présentation des différentes catégories. Quand même, pour vous inciter, ceux qui ne le feraient pas, à faire réaliser des contrôles périodiques, il est rappelé que c'est de la responsabilité des exploitants de déclarer leurs installations ou de faire les demandes d'autorisation d'exploiter. Donc, les déclarations se font maintenant directement par système informatique, directement auprès des préfectures. Pour les installations soumises à autorisation, il faut faire un dossier de demande. Voilà. Si les industriels ne se mettent pas en règle, il y a des punitions. Donc, ça commence tout petit par des contraventions de 5e classe, 1 500 € d'amende, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller jusqu'à des amendes qui peuvent atteindre 750 000 €. Et s'il y a récidive, ça peut aller beaucoup plus. Ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement, plus des sommes qui sont fixées par le tribunal administratif qui peuvent dépasser le 1 million d'euros. Et puis jusqu'à la fermeture de l'installation. Ça peut aller aussi jusqu'à la suspension d'activité ou jusqu'à la fermeture définitive de l'établissement. Voilà. Et depuis que je m'occupe d'installation, depuis 25 ans, j'ai eu à intervenir sur 3 arrêtés préfectoraux qui donnaient 15 jours à l'industriel pour régler le problème sous peine de fermeture, et un cas où l'industriel était déjà condamné au pénal. S'il ne réalisait pas la mise en conformité dans les 15 jours, il allait directement à la case prison. Voilà. Je passe la parole ensuite pour regarder dans le détail. Merci Robert pour la réglementation. Et c'est des éléments qui sont assez simples en structuration. Ça couvre beaucoup de champs. Le frigo n'est qu'un tout petit domaine, mais c'est important d'avoir ces différents régimes. Donc, on n'intervient que dans le premier niveau des déclarations et déclarations soumises à contrôle, surtout sur celles soumises à contrôle, puisque c'est les contrôles que nous faisons. Mais il ne faut pas oublier les autres régimes sur lesquels on fait aussi des études pour apporter des éléments complémentaires dans les dossiers des sites soumis à autorisation
ou à enregistrement. Yann, c'est à toi pour la suite et nous présenter tout ça. Merci Gérald. Donc, je vais vous présenter assez succinctement l'environnement dans lequel s'inscrit l'activité qui vient d'être décrite sur l'inspection des installations classées pour l'environnement au sein de Technia Inspection. Alors, comme vous le voyez sur la planche, je dirige le pôle inspection, Yann de Chancelin, et bonjour à tous, au travers d'une organisation juridique qui est assez peu importante, mais néanmoins elle existe, c'est deux sociétés Technia Inspection et Tech Energy, qui ont la charge au sein du pôle d'œuvrer dans l'inspection des 4 domaines ou 4 activités, domaines d'activité que vous voyez. Donc, tout d'abord, les ICPE, objet principal de la journée, et puis très rapidement sur tout ce qui est équipement sous pression dans le domaine frigorifique, qui est le cœur de domaine de l'ensemble du groupe Technia. Également dans les appareils de levage, puisque comme le transport frigorifique est une grosse partie du domaine du froid. À l'arrière de chaque camion, il y a des haillons, il y a des grues, également pour porter les marchandises, etc. etc. Et par rebondissement, eh bien, nous nous occupons effectivement des appareils et accessoires de levage. Et puis, une dernière activité gérée par la société Tech Energy, au travers de la société Tech Energy, qui est le contrôle des travaux qui donnent attribution à des certificats d'économie d'énergie, aujourd'hui en pleine vogue, et en plus, grâce à notre connaissance globale de l'ensemble du groupe sur tout ce qui est isolant et fonctionnement des machines qui créent du froid, mais également du chaud. Voilà, et puis on a fait apparaître effectivement les logos COFRAC qui nous permettent d'œuvrer dans ces activités-là. Et donc, un petit mot très rapide pour dire que nous sommes accrédités. Nous avons l'habitude, c'est imposé d'ailleurs dans le domaine des ICPE pour pouvoir faire des inspections. Et selon la norme ISO 17020 qui traite des établissements d'inspection, dont l'objectif de cette norme est de garantir à nos clients que nous œuvrons avec le plus d'impartialité possible et que notre jugement n'est aucunement altéré. Puisque vous l'avez vu en introduction, que des installations peuvent même être stoppées. Et donc, forcément, on ne peut pas stopper une installation juste selon le bon vouloir d'un inspecteur. Alors, l'obligation de l'accréditation, je l'ai marqué très succinctement, impose une surveillance permanente par le COFRAC, aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de notre organisation, de la manière dont nous fonctionnons en interne. Et puis, il surveille aussi de très près, évidemment, les compétences de nos intervenants sur le terrain, avec des compétences qui sont avec un parcours de qualification bien défini, une surveillance annuelle de leur niveau de compétences. Et à travers cela, bien évidemment, il y a une veille réglementaire pour être en permanence à jour de la nouvelle réglementation qui parfois évolue. Et puis, notre suivi de notre relation client est également surveillé. Alors, ça va de toute la partie administrative, du devis jusqu'à la facture, avec également le suivi des plaintes et des remarques de nos clients en quête de satisfaction, etc., qui sont également surveillés. Le suivi des traitements des rapports et la manière dont nous traitons les plaintes que je viens d'évoquer. Et puis, indirectement, vous le savez tous probablement, les DREAL en région ont le droit d'intervenir sur des sites et par sondage, effectuer des inspections. Et forcément, nous sommes concernés si jamais des non-conformités sont relevées. Voilà, donc Technia Inspection et le pôle inspection de manière générale est très habitué à s'organiser et être surveillé en permanence ou indirectement par le COFRAC. Et je passe maintenant la parole à Gabriel, qui va rentrer plus dans le côté pratique des inspections dans le domaine des installations classées. Donc, bonjour à tous, c'est Gabriel Pélissère. Moi, je suis inspecteur au niveau de tout ce qui est site ou autorisation et site rubrique sous déclaration et contrôle. Donc, mon but, c'est d'amener une aide, un accompagnement pour faire ces contrôles-là.
Donc, pour les rubriques 1185, c'est tout ce qui est exploitation de l'utilisation d'HFC supérieur à 300 kg qui sont soumis à déclaration et contrôle, donc contrôle périodique par rapport à un arrêté qui date du 4 août 2014. Et cette périodicité se fera tous les 5 ans. Ensuite, nous arrivons sur la rubrique 1511, tout ce qui est entreposage frigorifique. Pareil, l'accompagnement. Donc, c'est tous les sites soumis à contrôle périodique entre 5000 m3 jusqu'à 50 000 m3. C'est identique, ça se fait sous l'accréditation COFRAC et ça se fait tous les 5 ans. Nous arrivons après suivant un accompagnement sur la rubrique 2221, donc l'exploitation de tours aéros, donc inférieur à 3000 kW, donc toujours soumis à déclaration périodique, donc sous COFRAC, et c'est toujours à périodicité tous les 5 ans. Ensuite, nous arrivons sur le gros cœur d'activité de notre activité, c'est l'ammoniac pour les sites soumis à déclaration de contrôle, donc toujours soumis tous les 5 ans avec l'arrêté de 2009, donc supérieur ou égal à 150 kg, inférieur à 1 tonne 5, et une très grosse activité pour les sites à autorisation, supérieur à 1 tonne 5 jusqu'à 200 tonnes. Donc, oui, inférieur à 50 tonnes, donc voilà. Donc, c'est soumis à l'arrêté de juillet 87 et là, celui-ci se fait tous les ans, où là, nous inspectons tous les sites soumis à autorisation avec environ 54 rubriques qui va remettre automatiquement des non-conformités. Et suite à ça, on peut accompagner pour la revue documentaire, l'accompagnement aussi pour tout ce qui est étude de danger ammoniac, étude d'implantation des capteurs. Donc, c'est un gros pôle d'activité où les réels aussi, tous les sites sont énormément soumis et énormément contrôlés. Après, nous contrôlons aussi, nous sommes soumis, donc nous s'occupons de tout ce qui est station-service extrêmement au niveau de tout ce qui est entreposage. Donc, pour les sites soumis à contrôle périodique, c'est pareil, tous les 5 ans, donc soumis au COFRAC, sachant qu'il y a une particularité au niveau du COFRAC, c'est tous les 5 ans. Et lorsque nous faisons le contrôle, lorsqu'on détecte une non-conformité majeure, le client a 1 an pour lever la non-conformité majeure et nous venons faire un contrôle complémentaire, contrairement à un site d'autorisation où nous relevons des non-conformités majeures, mais c'est soumis à l'ADREAL. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'inspection de réel, le client n'a pas cette obligation de lever la non-conformité au bout de l'année. Après, c'est plutôt recommandé fortement en cas de visite de réel. Et en cas de prévention. Et en cas de prévention aussi. Donc là, c'est à peu près tous les pôles d'activité sur lesquels nous menons. Il y a toute une partie COFRAC, rubrique pour tout ce qui est site soumis à déclaration, et une partie site autorisation où nous faisons les contrôles, les audits ammoniac, la partie étude danger et étude détection, parce que ça peut faire partie des non-conformités sur tout ce qui est site soumis à autorisation. On a une méthodologie de travail, ça veut dire on se base pour faire l'audit sur l'arrêté. On envoie une liste de documents à préparer parce que c'est énormément une grosse partie documentaire à faire en amont, en recherche pour le client pour pouvoir préparer et on accompagne sur ce domaine-là aussi. Le jour de l'inspection, ça se passe sur site, donc avec une revue documentaire et une visite du site par rapport à la rubrique, si c'est les stations valent. Nous allons contrôler les stations, si l'entreposage, le stockage, la façon de stocker, les hauteurs de plafond. L'ammoniac, c'est la salle des machines avec la partie ESP, toute cette partie-là. Et à la fin, transmission du rapport avec une liste des anomalies ou non-conformités constatées et un accompagnement si le client le souhaite pour essayer de lever les non-conformités. Voici en gros notre façon de travailler, notre méthodologie de travail. Merci Gabriel, on est quand même bien bordé par des règles et des normes. On n'a pas beaucoup de loisirs à la diversité sur la méthode. Par contre, notre spécificité, c'est d'être des experts du sujet. Et c'est là que se joue la différence. C'est le choix de ne traiter que quelques-unes des très nombreuses rubriques d'installation classées. C'est un choix pour mieux maîtriser les sujets, pour mieux servir nos clients, parce que, là, comme on l'a dit, que ce soit depuis de nombreuses années chez R2E ou au sein du groupe Technia Sémafroid et maintenant ensemble, une réelle volonté d'être spécialisé sur le sujet du froid, même si parfois on a des annexes comme le levage ou les stations-service qui font partie du métier. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous un certain nombre de professionnels du froid soumis à ces régimes d'inspection et je propose de commencer par passer tout de suite la parole à François Chauveau de SVA, au sein du groupe Agro-Mousquetaire. Bonjour François et merci de participer à notre webinaire et de nous donner le retour d'un professionnel de l'agroalimentaire concerné par les ICPE.
Oui, alors bonjour à tous. Donc, comme vient d'être présenté François Chauveau, je travaille en tant que responsable méthode maintenance et réglementation technique sur le site de la SVA à Vitré, donc SVA qui fait partie du groupement Intermarché. Nous, sur notre site, on a une salle des machines qui emploie de l'ammoniac pour toutes nos chambres froides et nos installations frigo. Donc en 2019, en tout début 2019, on a reçu la DREAL qui est venue pour une visite, je vais dire classique et périodique comme il le faisait à l'époque. C'était avant Lubrizol, du coup, Lubrizol qui a eu lieu en septembre 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et quand ils sont venus, bah, ils nous ont posé les questions habituelles, l'emploi des fluides, le respect de la sécurité, des accessoires de sécurité, des différentes rubriques auxquelles on était soumises. Euh, on n'a pas eu trop de grosses difficultés à l'époque pour leur répondre. Il nous manquait forcément des choses, mais bon, c'est, on va dire, un peu le lot quotidien quand on rencontre l'Adréal. On va dire qu'on a des éléments de réponse et puis on n'en a pas d'autres. On les leur fournit après coup et j'ai envie de dire, entre guillemets, si tout se passe bien, tout le monde est content. Sauf que, comme je disais, entre-temps, il y a eu, dans le délai qui nous a il y a eu Lubrizol. Et quand ils sont revenus, du coup, assez rapidement, d'ailleurs, après cet incident, ils sont revenus avec des exigences revues à la hausse. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce qu'ils nous avaient demandé, nos procédures, il fallait qu'elles soient selon un certain format. Il fallait non pas qu'il s'attarde sur l'ammoniac, mais sur l'intégrité de l'ensemble de la salle des machines, sa structure, sa toiture, sur tout ce qui concernait l'incendie. Bref, ils sont revenus pour nous poser un paquet de questions en plus de tout ce qu'on devait déjà leur redonner comme réponse. Donc, ça a été, fin 2019, ça a été un peu la douche froide. Entre-temps, en plus, il y a eu le Covid. Donc, l'année 2020 a été un peu compliquée pour mettre en place les moyens de prévention ou répondre, on va dire, à toutes leurs exigences. Et, euh, et donc, du coup, ça s'est soldé par un projet de mise en demeure en fin 2020 qui nous a plutôt pas mal secoué sur le site, avec dans un premier temps une demande de réponse sous 1 à 2 mois. Sauf que vu l'étendue des travaux qu'il y avait à faire, on a pu justifier que voilà, il y avait des travaux à refaire sur la toiture, il y avait des portes coupe-feu, enfin des portes qui n'étaient pas coupe-feu, qui étaient à remplacer par de la porte coupe-feu avec les délais d'attente. Enfin bref, il y a eu négociation pour étaler ce délai sur 1 an. Fin d'année 2021, voilà, on a relancé tous les éléments qui nous avaient demandé et on n'en est pas encore sorti. Il nous reste encore quelques petits éléments à leur fournir. Mais disons que ça a été on a bien vu un avant et après Lubrizol au niveau des exigences. Euh, mais par contre, ce que je noterais, c'est que ça, quelque part, je remercie aussi Robert Ducrot et Gabriel Pellicet parce qu'ils nous ont accompagnés pendant on va dire, tout ce tintamarre, pour rester poli. Mais voilà, on a pu avec eux justifier de pas mal d'éléments et notamment au niveau des délais nécessaires pour la mise en place de nos travaux. Donc, même si les exigences sont assez importantes et qu'ils sont assez impressionnants en termes de ce qu'ils promettent en termes d'amende, il y a moyen de discuter. Et ça, par contre, j'ai envie de dire heureusement, parce que les différentes rubriques ICPE sont
pas toujours simple, c'est pas toujours simple de voir où ils veulent en venir. Donc voilà, et à ce jour, on a eu 5, peut-être 4, enfin bref, on a eu 4-5 rencontres avec eux et on en voit la fin, mais seulement après, bah, ça fait 3 ans maintenant qu'on est sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup François pour ce témoignage et je pense qu'effectivement c'est une illustration de cette grande commode pleine de torchons de serviettes qu'est la réglementation installation classée pour la protection de l'environnement, où on peut assez facilement tomber d'un tiroir dans un autre. Et il faut être attentif à rester dans la bonne case, à bien définir de quoi on parle et surtout à avoir tous les arguments techniques, et c'est notre mission de donner les arguments techniques pour répondre aux différentes exigences des arrêtés types ou des arrêtés spécifiques ou des remarques des inspections de l'administration. Et c'est un élément de nos interventions avec Technia Inspection et les activités qu'on faisait jusqu'ici sous le label de R2E et qu'on fait maintenant sous le label Technia. Je vais passer maintenant la parole à Guillaume Crépin de Fleury-Michon pour nous faire part de son témoignage également d'industriel de l'agroalimentaire dans les installations classées. Guillaume, c'est à vous. On ne vous entend pas. Ça marche. Hop, bonjour. Voilà, c'est bon, bonjour. Donc, je suis technicien énergie sur le site de Fleury-Michon. Je suis à Chantonnay, moi, sur le site de charcuterie. Donc, je travaille en parallèle avec le groupe sur la partie transverse. Je fais surtout des accompagnements sur le froid et sur les récup chaleur ou sur des apports techniques sur des sites qui ne sont pas assez staffés. Moi, je suis arrivé chez Fleury-Michon que depuis 2018. Donc, j'ai repris directement le froid. Je m'occupe de toute la partie ESP du site, froid, ammoniac, chaufferie, enfin le SP au global. Donc nous, on a eu quelques visites de réal, rien de méchant. On en a eu une en 2019 où ils sont venus à 2, donc un global qui a fait enfin ils étaient plus sur la partie incendie, c'est des collègues des infras qui s'en sont occupés. Et lors de cette visite, on a eu un spécialiste équipement sous pression qui était là, mais alors vraiment pour la tuyauterie pure et pas trop pour la réglementation des équipements en salle des machines, sur lequel il nous avait fait pas mal de remarques. On a eu la chance, c'est qu'il est venu au moment où on était en plein démarrage d'un projet de récupération de chaleur, où on a cassé complètement la salle des machines pour la refaire. Donc là, c'est là où on est rentré en contact la première fois avec AR2E. Ils étaient déjà venus avant que je travaille chez Fleury-Michon il y a quelques années pour faire les audits en 2008. Et donc là, il y a eu un audit complet qui a été fait suite aux travaux, plus l'implantation des capteurs. Puis après le premier audit suivant un an après l'installation en service. Donc tout s'est très bien passé. On a été bien accompagné par Johnson Control sur les travaux et on avait bien avancé sur la partie documentaire. Donc on n'avait pas beaucoup de remarques lors de l'audit de Gabriel sur le deuxième audit. Cette année, on a eu une visite réelle de programmée. Ils sont venus ils sont venus le 4 mai, donc ils sont venus là très récemment. Donc effectivement, la dernière fois, c'était avant Lubrizol. Donc sur la partie réglementaire pure, la partie globale site ICPE, ils s'étaient concentrés, nous, sur nos bassins de rétention en cas d'incendie et moyens pour apporter de l'eau sur le site où on n'en avait pas assez. Donc là, il en avait eu une mise en demeure aussi sur ce sujet qui a été réglée. Et là, cette année, ils sont venus, donc ça a changé d'inspecteur de la DREAL. Il est venu avec une nouvelle collègue à lui. Donc ils ont fait plus global, ils ont voulu voir quasiment tout, mais très succinctement. Et donc, on a avancé donc, sur l'ammoniac. Nous, suite au dernier audit de Gabriel, moi j'ai un contrat maintenant avec Johnson, avec le responsable ESP de Johnson. Ils prennent je peux vous partager le document si vous voulez. Ils prennent je sais pas si je vais pas pouvoir. Non, je peux pas. Ils prennent l'audit de Gabriel et ils me créent le plan d'action complet pour me faire ressortir exactement ce que j'ai à faire. Et c'est suivi en relation avec le responsable ESP de chez Johnson. Et au fur et à mesure, on lève les actions. Donc là, on était en plein en train de finir le document quand la DREAL venait. Donc c'était pas fait exprès, mais on était pile dedans. Donc on a bien remis au carré le sujet. On leur a présenté, ça leur a très bien plu. Et cette année, on a eu aussi l'effet Lubrizol, nous plus sur le Q18, mais en fait, au global, il nous a expliqué qu'avant, ils avaient des curseurs. Ils pouvaient dire c'est pas conforme, mais on laisse à l'exploitant le temps de régler le problème sans forcément faire de mise en demeure. Là, maintenant, ils nous ont clairement expliqué que depuis Lubrizol, c'est noir ou blanc. C'est que s'ils ont une non-conformité majeure sur un rapport quelconque, que ce soit sur l'ammoniac, nous, on l'a eu sur un Q18,
Et c'est directement, si l'action n'est pas levée au moment de leur visite, une mise en demeure. Donc, s'ils passent un mois après votre audit où vous n'avez pas encore eu le temps de mettre vos documents à jour ou d'avoir fini les réglementations, maintenant, ils vont directement proposer à la préfecture une mise en demeure. Donc, ça nous oblige à être de plus en plus réactifs pour justement réduire les délais pour régler les soucis. Donc nous, on a la chance, comme l'installation est refaite à neuf, de ne pas avoir de gros sujets. Donc nous, quand Gabriel est venu, principalement, c'était du documentaire à remettre à jour parce que ça n'avait pas encore été fait suite aux grosses modifs. Donc ça a été réglé assez facilement, mais l'expertise et l'aide de Gabriel sur ce sujet ou de Robert est vraiment un point fort parce qu'il y a des fois, sur des points bien précis, ça peut être très compliqué. Donc voilà, pour notre partie. Merci beaucoup. Et effectivement, je pense que c'est important, vous l'avez souligné tous les deux, des évolutions de la pression réglementaire ou de la pression de contrôle, plus exactement, parce que la réglementation n'a pas vraiment changé, mais c'est plus la façon de l'appliquer. Et elle est souvent impactée par les accidents, les incidents qui peuvent se produire. Tout à l'heure, Robert parlait de la rubrique Céveso. Elle s'appelle Céveso parce qu'il y a eu un accident là-bas. C'est souvent l'occasion de mettre en place d'autres choses. Ça passera à autre chose quand il y aura un incident sur d'autres types d'installations. L'ammoniac, et en particulier en France, est toujours une cible privilégiée parce qu'on considère dans notre pays que c'est un produit extrêmement dangereux. Ce n'est pas le cas partout. L'ammoniac est plus présent et plus facilement accessible dans d'autres pays. Mais en tout cas, c'est vrai que cette vision des choses est à prendre en compte. Et en tout cas, on est là effectivement pour vous accompagner et faire en sorte que lorsque vous avez des audits réglementaires, des inspections, des contrôles, eh bien, tout soit dans l'ordre et qu'on progresse au fur et à mesure vers un excellent niveau de qualité et de sécurité, puisque c'est l'objet de cette réglementation. Merci Guillaume pour ce témoignage. On reviendra après sur ces sujets avec des questions et on va poursuivre avec le témoignage d'Élise Besson de Steph et qui est aussi dans un autre métier, celui de l'entreposage, soumise aux inspections installations classées pour la protection de l'environnement sur les entrepôts frigorifiques. Élise, c'est à vous. Oui, tout à fait, merci. Bonjour à tous, donc Élise Besson, responsable environnement pour le groupe Steph. Comme vous l'avez dit, effectivement, le groupe Steph, c'est des activités de transport et de logistique de produits alimentaires, principalement sous température dirigée, en fait. Et du coup, on a aujourd'hui chez Steph environ 160 sites en France et on en a à peu près 130 qui sont classés ICPE pour différentes rubriques. Et c'est vrai que du coup, l'ensemble de ces sites est soumis à des contrôles réglementaires, que ce soit des audits d'essai ou des visites de réal. Aujourd'hui, on a 23 sites qui sont à autorisation. Ils sont tous à autorisation pour l'ammoniac. Donc, on a un assez gros enjeu sur l'ammoniac. Et puis, on a aussi une vingtaine de sites à enregistrement et une majorité de sites à déclaration. Pour un peu encadrer tout ça, nous, on a des relais vraiment sur les sites, mais on est aussi organisé avec un service environnement qui travaille avec AR2E depuis plusieurs années, où on a plusieurs ingénieurs environnement qui sont en charge du suivi de la réglementation sur les sites, en tout cas d'être en des relais techniques sur les sites. Si on passe la première slide, je pense que j'ai mis quelque chose sur les audits d'essai. En fait, donc, les audits d'essai qui sont faits principalement par AR2E, on en fait quand même vraiment beaucoup. Alors, en 2021, pour nous, ça a été une grosse année de contrôle. On a fait 117 audits. Donc, principalement, nous, c'est pour des rubriques d'entreposage. Donc la 1511, l'entrepôt frigorifique, mais tout de suite derrière, ça va être la rubrique pour les HFC, la 1185 et l'ammoniac. Donc on est accompagné par AR2E sur ces sujets-là. Et puis pour nos entrepôts qui sont à enregistrement ou autorisation, on a généralement entre 15 et 20 visites de réal par an. Donc on en a eu 16 en 2021. Et là, on retrouve un peu la même distribution, c'est-à-dire que principalement, on a des audits qui sont concentrés sur la partie entreposage, où on va vraiment aller regarder
la conformité aux exigences de l'arrêté 1511. Mais on a aussi, alors je les ai un peu séparés, c'est-à-dire que c'est comme ça que les DREAL se présentent à nous quand elles nous demandent de venir faire des visites, c'est-à-dire soit elles vont vraiment se concentrer sur la thématique incendie, donc on rejoint un peu la 1511, mais elles viennent vraiment regarder les moyens de lutte contre l'incendie, elles vont venir regarder la défense extérieure contre l'incendie, les capacités de rétention, ce genre de choses. On a eu aussi des visites pour stockage de produits dangereux, et ça c'est vraiment à la suite de Lubrizol. On a aussi senti un basculement parce qu'en fait, globalement, maintenant, on a beaucoup de nos visites qui commencent par le stockage des produits dangereux. Comment sont stockés vos produits dangereux? Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont bien sur rétention? Est-ce que vous êtes en capacité de donner la quantité de produits dangereux que vous avez à un instant T sur le site? Voilà. Et puis, donc, bon, on a des visites aussi qui sont sur d'autres rubriques. Globalement, sur nos sites à enregistrement et autorisation, c'est ce que disait Gabriel tout à l'heure, on a des audits à R2E qui sont faits, qui nous permettent soit de vérifier la conformité de nos installations pour faire de la prévention avant la visite DREAL, mais on peut aussi s'en servir comme justification. C'est-à-dire qu'on a eu le cas récemment d'une visite sur un site ammoniac à autorisation où on a demandé une remise en conformité de l'installation sur certaines petites choses et on a prouvé la mise en conformité via un audit qui a été réalisé par AR2E. Voilà, globalement, nous, on sent… Alors, je ne sais pas si ça va peut-être pas tout à fait dans le même sens que ce que disait la personne qui a parlé avant moi, mais nous, on sent vraiment plutôt une organisation par visite à thème, c'est-à-dire moins de longues visites DREAL, mais plus de visites vraiment très concentrées sur un thème, une demi-journée, voire 2 heures sur le site, sur un arrêté, voire un point de l'arrêté, la construction de la salle des machines ammoniac. Donc, c'est vraiment, on va vraiment rentrer dans le détail. Et ce qu'on voit aussi beaucoup, et là, ça rejoint ce que disait mon prédécesseur, c'est des mises en demeure qui tombent systématiquement en cas de non-conformité et qui sont levées pas sur la base de preuves documentaires, c'est-à-dire pas sur la base de réponses avec même étayées par des photos ou par des justifications comme un audit réalisé par AR2E, mais qui vont être levées plusieurs mois plus tard par une contre-visite. C'est-à-dire que l'inspecteur DREAL qui est venu la première fois revient une deuxième fois pour procéder à la levée de la mise en demeure. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout avant. Et globalement, c'est vrai qu'on a senti aussi une tension sur les entrepôts que nous, on exploite, qui sont proches des centres-villes, en fait, qui sont proches de villes. On a quand même beaucoup plus de pression et beaucoup plus de surveillance sur ces entrepôts-là, où on va avoir des visites très régulières tous les ans, alors que ce n'était pas forcément le cas auparavant. Voilà un peu le témoignage de Steph sur les contrôles des installations classées. Eh bien, merci beaucoup, Élise, pour ce témoignage qui est complémentaire, puisqu'effectivement, on n'est pas sur les mêmes métiers, on n'est pas sur les mêmes contraintes. Mais effectivement, le dernier point, qui est celui des typologies et des thèmes d'inspection, vous savez que chaque année, le ministère de l'écologie donne les grandes lignes et la feuille de route des services d'inspection en définissant quelles sont les priorités. Certaines DREAL, certains inspecteurs en profitent pour élargir le sujet, mais les thèmes et même les quantités d'inspection ou les taux d'inspection, la pression d'inspection, les priorités d'inspection sont fixées chaque année par le ministère de l'écologie pour l'ensemble de ces services. Et donc, on sait que eh bien, surtout depuis Lubrizol, il y a eu effectivement un renforcement des pressions d'inspection, de contrôle sur les zones densément peuplées parce que le risque et le risque en cas d'incident est beaucoup plus élevé. Sur l'ammoniac, sur ces sujets-là, ce sont des sujets qui reviennent régulièrement. Et dès qu'il y a un incident, effectivement, dans les mois qui suivent, on retrouve dans les priorités d'inspection ces sujets. Les équipements frigorifiques sous pression font partie des priorités, puisqu'aujourd'hui, on sait que beaucoup d'installations, l'estimation, c'est qu'à peu près la moitié des installations soumises à la directive des équipements sous pression dans le froid ne sont pas
suivis comme le prévoit la réglementation. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc, forcément, c'est une priorité des services de l'État. Merci à tous les trois pour ces témoignages. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat par le biais du bouton discussion que vous avez en bas de l'écran. Et vous pouvez nous poster les messages et les questions, les commentaires, les remarques sur ces différents éléments. On va peut-être commencer par la première question ou la dernière en arrivée. Oui, est-ce que les mises en demeure sont mises en ligne systématiquement sur le site Géorisque? Et donc, je vous laisse répondre. Alors, je sais que Élise a répondu dans le chat. Peut-être vous voulez, Élise, répondre aussi au micro. Oui, je me suis permis de répondre dans le chat parce que c'est très bien. J'avais l'impression que la question m'était adressée comme je venais d'en parler. Oui, alors pour l'instant, nous, on n'en a pas encore vu mise en ligne, mais on a eu l'occasion d'en discuter avec un inspecteur de réal qui nous a confirmé que finalement, avec leur nouvel outil de rédaction des rapports d'inspection qui a été mis en place début 2022, maintenant, ils ont vraiment quelque chose de très cadré pour les rapports. Automatiquement, les mises en demeure il y a un suivi beaucoup plus, je pense, beaucoup plus fin des non-conformités et des mises en demeure, et elles devraient être systématiquement mises sur Géoportail, sur Géorisque, et levées, comme je vous l'ai dit, seulement une fois que l'administration prend une décision, prend un arrêté pour lever la mise en demeure. Oui, on va dans ce renforcement de la traçabilité, puisque plusieurs incidents ont montré que il y avait eu déjà des remarques et qu'on n'avait pas donné de suite. Et du coup, aujourd'hui, il y a une forte demande, une forte pression sur la traçabilité des actions suite aux non-conformités, suite aux mises en demeure, etc. Donc, effectivement, ça se renforce. Merci, Élise, pour ces précisions. Une autre question sur… alors, on en a d'autres qui sont arrivés, là, que je ne vois pas en vrai, c'est ça. Mais concernant les ICPE supérieurs à 300 kg de HFC, le fonctionnement pour les audits tous les 5 ans, notion de site, de bâtiment, de circuit, à partir de quelle puissance de groupe y a-t-il contrôle? Je pense que les mieux placés pour répondre à ces questions sont Robert et Gabriel. Il n'y a pas de notion de puissance, c'est uniquement la notion de charge employée. Voilà. Dès qu'il y a plus de 300 kg de charge de fluide HFC sur un site, il rentre dans la réglementation, c'est indépendant de la puissance. Après, il y a d'autres contrôles pour les pompes à chaleur, etc., qui sont liés à la puissance, mais ce n'est pas lié à la charge de fluide. Et on parle bien de site, hein, Robert. On parle bien de site. De site, oui. Ce n'est pas de machine, c'est de site. Donc, on peut avoir plein de petites machines, voilà, tout à fait, qui, cumulées, font plus de 300 kg de HFC et rendent le site éligible à l'inspection ICPE. Il peut y avoir 10 machines de 30 kg, ça suffit. Et une de 290, et ça ne passera pas. Donc, la puissance, effectivement, elle n'est pas en ligne de compte sur cette rubrique. C'est pareil pour toutes les rubriques d'emploi de produits à risque. Si on parlait de l'ammoniac, quand on dit qu'on devient déclaration à partir de 1500 kg, on additionne tout ce qu'il y a sur le site, tout ce qu'il y a à un numéro SIRET. C'est-à-dire, quand on fait nos déclarations au ministère, on donne le SIRET, c'est-à-dire l'adresse de l'établissement, pour que les inspecteurs de réal puissent aller directement au bon endroit. Donc, on totalise tout ce qu'il y a par numéro SIRET. Très clair. Plus de 2 kilos, par contre. Oui, pour les fluides halogénés, on additionne que ce qu'il y a, tous les installations qui emploient plus de 2 kilos. Les toutes petites clim à 1,5 kg au moins, on doit les lister, mais elles n'entrent pas dans le total. Voilà. C'est en général pas elles qui font basculer l'installation ou le site dans la rubrique, mais ça pourrait l'être sur certains sites où on a beaucoup de petites choses.
Merci pour ces précisions. D'ailleurs, on parlait de pompes à chaleur. Alors, sur le cumul de la charge des équipements de plus de 2 kg unitaires, hein, qui était une des questions, on vient d'en parler. On avait une question tout à l'heure, en tout début de séminaire, qui était justement sur les pompes à chaleur. Et donc, en complément de l'accompagnement ICPE, assurez-vous également les accompagnements IOTA avec le développement des packs sur géothermie? La réponse, Robert, vas-y, je te laisse répondre. De toute façon, oui, il y a une obligation de faire des bilans de performance des pompes à chaleur avec engagement pour l'organisme qui vient faire ce contrôle de proposer des solutions d'amélioration. Ça ne fonctionne pas très bien, pour être honnête. Il y a très peu d'études qui sont faites. Si on veut bien les faire, ça demande des compétences et ça revient relativement cher. Mais pour le moment, ce n'est pas la préoccupation tellement du ministère de l'Environnement, mais ça peut venir. Mais en tout cas, la réponse est ce que vous faites. Oui, nous faisons. Nous accompagnons sur tout ce qui touche au système lié à des cycles frigorifiques et les pompes à chaleur, évidemment, en font partie. Ce que je pense, c'est que la pression va augmenter, toujours est-il, pour réduire le réchauffement climatique. Et la pompe à chaleur étant en plein boom, forcément, elle va attirer le sujet. Lorsque il y a eu une première vague d'installation de pompes à chaleur, justement dans l'objectif de réduire les consommations énergétiques, on a eu derrière des soucis de qualité et il y a eu des pressions d'inspection. Et puis maintenant que c'est à nouveau relancé, forcément, ça va être une cible. Justifier les performances. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'obligation de plan d'inspection? Alors, on parle d'installation classée. Je vous laisse répondre sur ce sujet. On pourra en parler aussi sur les équipements sous pression, si c'est le cas. Il y a, à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un plan d'inspection au sens légal. Pour les ICPE. Il n'y a que celui qui est donné par les textes et que Gabriel a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire les fréquences d'inspection. Et comme disait Robert dans la présentation de la réglementation, c'est à la charge de l'exploitant de mettre en place les inspections, en particulier quand il est soumis au régime de déclaration sous contrôle. C'est à la charge de l'exploitant de faire venir un inspecteur accrédité COFRAC pour faire son inspection. Et donc, il doit le faire dans le cadre des fréquences fixées pour chaque rubrique et que nous a présenté Gabriel tout à l'heure. Donc ça, oui, c'est un plan d'inspection qui est réglementaire et qu'il faut respecter sous peine des amendes qu'on a vues tout à l'heure. Là où il y a une obligation de plan d'inspection maintenant qui est à la charge de l'exploitant, c'est pour les équipements frigorifiques sous pression. Et ça, c'est une nouveauté de l'année dernière où chaque installation qui est soumise à la directive équipement sous pression, Yann, tu peux nous en dire un mot, alors est soumise à plan d'inspection. Exactement. Appareil et tuyauterie. Appareil et tuyauterie. En fait, dans le domaine des ESP, le plan d'inspection est obligatoire si vous voulez rester dans un régime dérogatoire depuis le 1er janvier 2021. Ou sinon, s'il n'y a pas de plan d'inspection, vous retournez dans le régime général et vous êtes obligé de faire des épreuves hydrauliques ou de toute manière de vos systèmes frigorifiques. Donc, pour l'éviter, le nouveau CTP de 2020, donc mis en vigueur au 1er janvier 2021, impose le plan d'inspection, la rédaction du plan d'inspection par du personnel compétent nommé par l'exploitant. En revanche, ce plan d'inspection doit être approuvé par un organisme habilité tel que Technia Inspection à chaque requalification périodique, ou bien pour les cas particuliers où il y a une modification de la notice d'emploi ou un déménagement, etc., doit être revu à la prochaine échéance réglementaire. Mais oui, pour les équipements sous pression frigorifique, si on veut rester en dérogation, le plan d'inspection est obligatoire. Voilà. Donc, il y a ces deux notions de plan d'inspection. Pour les mêmes installations, on peut être soumis à la DESP pour la pression et
aux ICPE pour une ou plusieurs rubriques. Vous avez parlé de la rubrique 29-21, Gabriel. Avez-vous connaissance d'une évolution sur les drails adiabatiques? Pour le moment, non. On voit de plus en plus d'installations avec des drails adiabatiques, mais pour le moment, il n'y a pas d'évolution sur cette rubrique-là. Question suivante sur la rubrique 11-85. Lorsqu'il y a la dépose ou la mise en service d'un équipement, faut-il faire une télédéclaration de modification systématiquement ou y a-t-il possibilité de trouver un accord avec l'administration pour ne le faire qu'une fois par an, par exemple? Non, il n'y a pas de souplesse. Le seuil limite, c'est 300 kg. Si vous descendez à 280, à 229 ou 299, parce qu'on a le cas, là, vous prévenez tout de suite que vous n'entrez plus dans le cadre de la réglementation, parce que l'ADREAL ne vous le demandera jamais. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'à chaque rubrique correspond une taxe qui est variable suivant vos déclarations en autorisation. Donc, si vous avez des rubriques qui deviennent inemployées, font ça comme ça, faites des économies. Vous avez intérêt à le dire tout de suite pour faire des économies, parce que personne ne vous le dira. Ça nous arrive d'aller sur des sites où ils n'ont pas suffisamment de personnel pour les aider et de voir qu'ils ont des rubriques qui sont supprimées depuis des années et qui n'ont pas retiré, ils n'ont pas fait la demande donc du coup, ils continuent de payer les taxes. Derrière, il y a des choses qui sont... il y a ce qui est visible et puis il y a ce qui est invisible. Et donc, on est là pour vous accompagner aussi sur ces sujets-là et de ne pas rester dans des régimes inutilement. Il ne sert à rien de se mettre dans un régime installation classée si on n'y est pas soumis. Donc, on peut en sortir. Et on peut en sortir et y re-rentrer. Et ce qu'on vient de dire pour le passage de 301 kg à 299 est aussi valable pour celui de 299 à 301. Je dirais que c'est dans le sens à la baisse. Les inspecteurs de réal ne diront pas grand-chose. Ça coûte juste un peu cher. Oui, ça coûte un peu d'argent. Mais si vous dépassez les seuils, là, ça devient une non-conformité majeure. Et en plus, c'est un défaut de déclaration qui, lui, est beaucoup plus critique, à la fois en termes juridiques et en termes de risque. Si vous avez un accident, eh bien, ça sera beaucoup plus ennuyeux. Si vous avez, les assureurs ne suivront pas. Et si vous avez une inspection, eh bien là, il sera très, très difficile de justifier l'absence de déclaration. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions en ligne, Vincent? Je n'en vois pas. Il semble qu'on ait répondu à pas mal de ces questions. Oui, moi j'ai quand même une question qui peut peut-être intéresser un certain nombre de personnes, qui s'adresse à la fois à nos trois témoins, puis à la fois à Gabriel et Robert. Quand la DREAL vient sur vos sites, on avait évoqué la vérification documentaire, qui est une grosse partie de l'inspection. Quel document amène à des non-conformités? Est-ce que ce sont… Le plus souvent, évidemment, et de manière synthétique, est-ce que c'est de l'absence de documents que vous avez constaté? Est-ce que c'est plutôt des documents qui ne sont plus à jour? Est-ce que c'est des documents qui ne sont pas appropriés? Alors, peut-être si les témoins peuvent nous le dire, et puis après, vous, inspecteur, si vous pouvez peut-être de manière générale. Soit c'est des documents qui sont parfois plus à jour, qu'on enregistre sur… On va laisser peut-être… allez-y. Merci. Alors nous, on a un sujet assez récurrent, mais qui ne concernera pas les autres intervenants, je pense, c'est qu'on a souvent des observations, voire des non-conformités pour des documents qui ont été rédigés en centrale et qui ne sont pas suffisamment spécifiques aux réalités du site. Tout à fait. Il faut que les documents soient appropriés par le site. On parle bien du site de telle ville, de tel endroit. Il ne faut pas que ça soit générique. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai qu'on va aussi avoir des non-conformités parfois qui n'ont pas été mises à jour. Voilà. Parfois pour des petits, là j'ai en tête pour des petits points spécifiques, des documents manquants. Oui. Enfin, il y a un peu tous les cas de figure, en l'occurrence. Oui, il n'y a pas quelque chose qui ressort particulièrement, si ce n'est ce point sur la
la question d'échelle entre un groupe qui fait des documents génériques et puis leur application au terrain sur chaque site. Après, François, mais ça ne donne pas lieu à des non-conformités des observations pour l'instant, mais c'est ce que je disais au début, nous on est quand même beaucoup interrogés sur le stockage des produits dangereux. On a souvent des observations sur le fait qu'on devrait utiliser les modèles de calcul Céveso pour mettre le stockage de nos produits dangereux, même si ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire se déclarer sur la plateforme avec quelle quantité de produits dangereux on stocke sur le site, même si on n'est pas classé Céveso. Mais ça ne donne pas lieu à des non-conformités parce que ce n'est pas obligatoire aujourd'hui. François, merci. Oui, c'est plus ou moins ce que disait Élise Besson que je voulais ajouter, c'est-à-dire que les premières procédures, par exemple, qui nous ont été demandées de fournir, c'était alors déjà des procédures qui dataient un petit peu, donc effectivement, il fallait qu'on les mette à jour. Bon, bah, ça, c'était de notre faute, mais effectivement, des procédures aussi qui avaient été réalisées en partenariat avec un prestataire. Et comme c'était des fichiers assez génériques pour eux, on se les était pas appropriés au sens que demandait l'Adréal, c'est-à-dire qu'on n'avait pas mis notre logo, notre nom et tout ça. Donc, pour eux, c'était des procédures non recevables. Après, effectivement, je ne vois pas non plus de points bien précis qui donneraient lieu à une mise en demeure automatiquement, sachant que dans notre cas, en tout cas, ils sont aussi allés sur site et la moindre chose qui attire leur attention peut faire l'objet d'une remarque et potentiellement d'un projet de mise en demeure. Certaines autres choses qui passent un peu sous leur radar, soit parce qu'ils n'ont pas prévu de trop s'en occuper ou parce qu'ils ne l'ont pas vu. Disons aussi les choses clairement parfois. C'est ça, ça ne nous empêche pas de nous mettre au clair dessus, mais voilà, ça dépend aussi de ce qu'ils voient. Et de l'interprétation aussi, on a un peu l'impression, si c'était un élément que je voulais rajouter tout à l'heure dans mon témoignage, on a l'impression que nous, on avait je ne me souviens plus de son nom, mais un inspecteur qui a pas mal d'expérience. Pardon ? On va l'appeler Bip Bip. Excusez-moi, j'ai un débit de parole effectivement assez élevé. Non, c'est pas vous, Bip Bip. C'est pas vous. C'est pas vous, Bip Bip. C'est l'inspecteur dont on ne connaît pas le nom. Ah. On va l'appeler Bip Bip. Pardon. Il n'empêche que j'ai un débit de parole peut-être un petit peu trop élevé. Faut pas non, il n'y a pas de souci. C'est très clair, il n'y a pas de problème. Non, on avait un inspecteur qui était assez expérimenté et qui avait de la bouteille. Je ne me souviens plus de son nom, mais à côté de lui était dans les premières visites un inspecteur un peu plus jeune. Et dans les dernières visites, c'était seulement 2 jeunes. Le plus expérimenté n'était plus là. Et on a senti une différence. C'est-à-dire que dans les premières visites, ils maîtrisaient davantage l'aspect technique et certains aspects pointus. Et on pouvait discuter de certaines choses, on va dire, qui étaient entre guillemets pas logiques, selon si on se référait purement au texte de loi. Mais qu'on pouvait justifier en pratique. Et là, on a plus l'impression que les textes, ils disent ça, donc donnez-nous ça. Et que, sans pour autant dire qu'il y a des œillères... Pour avoir commencé ma carrière dans l'administration et avoir eu dans ma première activité la responsabilité de l'inspection d'installation classée dans un département, ça fait partie des difficultés à gérer, de la variété, de la diversité des inspecteurs. Et effectivement, nous sommes tous soumis à cela, hein, vous parce que vous les avez comme inspecteurs, nous parce que, comme vous l'a dit Yann tout à l'heure, ils nous contrôlent aussi de 2e niveau. On a la même problématique avec les auditeurs du COFRAC. Il faut gérer aussi cette diversité avec ce sujet qui est un vrai sujet clé, hein, qui est la perte dans un certain nombre d'organisations d'une expertise senior qui est indispensable dans nos installations, surtout dans l'agroalimentaire, hein. François et Guillaume, vous avez des installations qui sont très spécifiques et la loi est rédigée sur des choses très génériques. Tout à l'heure, Yann disait sur les équipements sous pression.
on a une réglementation qui est faite aussi bien pour les chaudières, les systèmes de compression d'air que pour les machines frigo. Si on doit mettre de l'huile dans une machine frigo pour voir si elle est solide, c'est un peu embêtant. Guillaume, un témoignage sur cette question des problèmes, des non-conformités les plus fréquentes. Oui, moi j'en ai vécu 2 ici. Donc ce que je disais, le premier audit, on avait celui qui s'occupait des ICPE et nous on en avait un spécifique équipement sous pression que Gabriel doit connaître, c'est Anthony Rondeau qui était venu chez nous, où là il nous avait décortiqué réellement toute la documentation et donc il nous alertait beaucoup sur le fait qu'on s'appuie beaucoup sur les organismes notifiés, nous notamment BV ou la PAV, lorsqu'on fait des travaux pour vérifier que derrière que ça a été bien fait. Et on avait quelques dossiers de réparation qui n'étaient pas comme il fallait et il nous disait c'est à vous exploitants d'être dans les clous, c'est votre problème. Donc sur ce sujet-là, on l'a quand même remis, on leur a quand même en discutant avec eux dit on fait passer un organisme notifié derrière, on n'est pas forcément, on n'avait pas l'expertise qu'on peut avoir maintenant sur site pour décortiquer les documents et vérifier que tout était OK. Sur des sujets comme ça, Gabriel peut être d'une bonne aide où maintenant on a des experts frigoristes entre les deux qui ont été poussés sur ces sujets qui nous aident. Donc ça, c'était le premier point sur le SP. Sur l'ICPE au global, oui, le tour terrain est important. Donc justement, nous, entre le dernier audit et celui-ci, on a eu le changement d'inspection de l'Adrial. Donc on sent bien qu'ils ont tous une fibre. Là, cette année, on a quelqu'un qui est plus traitement d'eau, qui est plus consommation d'eau, environnement. Et donc sur l'ammoniac, qui m'a pas trop embêté, tout était nickel. Mais on sent bien qu'ils ont des formations différentes. Là, cette année, c'était un peu bizarre parce que vu qu'ils étaient 2 nouveaux qui ne connaissaient pas le site, ils nous ont fait une audit d'une demi-journée. Ce qu'elle disait Elise tout à l'heure, elle a tout à fait raison. Normalement, ils nous font des audits ciblés, plus courts et bien précis. Là, cette année, ils ont voulu revoir l'entièreté du site pour se mettre en tête tous les risques qu'il pouvait y avoir. Et donc, ils nous ont demandé le foudre, l'extinction, les exutoires, le Q18, l'ammoniac. Enfin, on a fait la globale. Donc, ils ont juste pris des plans d'action, regardé les levées de réserve. C'est à peu près tout ce qu'ils ont fait cette année. On n'est pas allé plus loin dans les détails ou sur les visites d'installation. Je pense clairement que la prochaine fois, ils vont cibler moins de choses et être plus précis. Merci pour ce témoignage, effectivement, sur cette diversité entre vision globale et vision spécifique sur certains dossiers. On le vit aussi depuis de nombreuses années avec les ESP sur lesquels on intervient. Et maintenant, on sera à même de vous envoyer des équipes qui traitent les deux pour avoir justement cette prise en compte des deux sujets. Et c'est une excellente transition sur la question, les questions qui nous sont posées sur le suivi des déchets et track déchets. Donc, track déchets s'applique depuis le 1er janvier à tous les déchets dangereux. Donc, c'est un outil, une plateforme de déclaration mise en place par le ministère de l'écologie en début d'année pour gérer toutes les déclarations et les flux de déchets dangereux, sauf pour les fluides frigorigènes pour lesquels la date a été reportée parce qu'ils avaient été un peu oubliés dans le projet au départ. Et donc, track déchets pour les fluides frigorigènes, c'est à partir du 1er juillet 2022 que ça rentre en application. Et effectivement, ça modifie la gestion des choses. Alors, track déchets n'enlève pas l'obligation d'avoir la traçabilité sur site. Il vous faut tracer ce que vous allez déclarer dans track déchets, ça reste une obligation. Mais vous avez l'obligation de déclarer sur track déchets, soit directement, soit en utilisant des applications faites pour ça. Donc, nous avons développé au sein du groupe Technéa Semafroid une application qui s'appelle Data Bilan, qui est faite pour gérer toutes les interventions des frigoristes. Donc, soit pour ceux qui font les interventions à l'interne, eh bien, vous pouvez utiliser cette application, soit pour ceux qui sous-traitent, la faire utiliser par les frigoristes. Et cette application a été la première à avoir une passerelle directe sur track déchets. Donc, à partir du 1er juillet 2022, vous pourrez directement déclarer toutes les interventions qui en relèvent sur track déchets en appuyant sur un simple bouton et ça sera automatique. Dès lors que vous avez fait votre suivi d'intervention, vous aurez la déclaration sur track déchets. Oui, ça aura un impact. Est-ce qu'on s'abstiendra d'enregistrement? Non, mais par contre, si vous avez cette application, ce genre d'application vous donne de facto un registre et donc ça évite d'avoir 2 choses à gérer. Est-ce que la modification de la F-gaz et l'intégration des HFO dans l'obligation de contrôle d'étanchéité peut avoir un impact sur les classements des rubriques?
Oui, évidemment, puisque les HFO sont des HFC, donc à un moment donné, ça finira par… ce sont juste des HFC insaturés, mais les hydrofluoroléines sont des hydrofluorocarbures. Donc, oui, il y a des chances que ça rentre en ligne de compte dans les prochains temps, dans ce qui est la 1185. De toute façon, on le sait, hein, l'évolution sera vers la réduction des fluides avec un potentiel de réchauffement global et sur des risques. Donc oui, il y a des chances que ça soit considéré de la même façon. Après, ça le sera ou ça ne le sera pas, on ne sait pas le dire, mais c'est probable. Pour le moment, ils sont à déclaration obligatoire, hein, même s'ils n'entrent pas dans les calculs. Donc, dès que vous avez des HFO plus de 2 kg, il faut les déclarer. Bien, nous avons atteint et dépassé même l'heure de fin du webinaire, preuve que le sujet intéresse et concerne pas mal d'entre nous. Il est, je pense, temps de conclure. Je vais laisser Robert dire un mot, puis je terminerai ensuite sur le webinaire. Je voulais juste apporter un témoignage récent sur la pression exercée par les inspecteurs DREAL. C'est qu'on a été amené à intervenir très rapidement il y a quelques jours sur un inspecteur DREAL qui mettait en demeure un gros site de climatisation de la Défense de lui fournir un dossier sous 5 jours, ouvré. Voilà. Et s'il n'y avait pas les dossiers sous 5 jours, c'était arrêté préfectoral de mise en demeure, etc., etc. Donc, ça devient un peu n'importe quoi. Mais il y a une pression énorme, c'est vrai. Et l'histoire ne dit pas si l'inspecteur était jeune ou expérimenté, mais… Mais l'inspecteur, il était pressé. Il était pressé. Voilà. Merci Robert pour ce témoignage. Merci à tous pour votre participation et à commencer par nos intervenants. Merci Élise, Guillaume, François pour vos témoignages. Merci Robert, Gabriel et Yann pour les présentations. Merci Vincent pour la logistique. Il n'est pas à l'écran, vous ne le voyez pas, mais il est juste à côté et c'est lui qui organise, fait tourner ces webinaires, qui mettra aussi à votre disposition le contenu. Donc, grand merci Vincent pour cette organisation. Nous avons d'autres webinaires, nous en tenons un par mois, mais nous avons aussi le 23 juin ici sur le site de Fresnes, notre traditionnelle journée technique internationale qui est ouverte à tous nos partenaires et nos clients et où nous aurons des expositions de matériel et d'innovation, des conférences et des ateliers thématiques avec cette année, parmi les thèmes principaux, l'innovation dans le froid, la transition énergétique et environnementale et le défi du dernier kilomètre dans la chaîne du froid. Vous êtes les bienvenus. Cette conférence sera accessible sur site, mais aussi à distance pour ceux qui voudraient suivre la totalité des interventions ou juste un atelier ou une conférence. Ce sera possible. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à vous abonner à notre lettre d'information et à consulter régulièrement nos sites. Et nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions, pour ressusciter ce webinaire ou à celles qui vous viendraient plus tard. Merci à tous pour la participation. Bonne fin de journée et surtout bonnes installations classées pour la protection de l'environnement. Faites-les bien fonctionner et en toute conformité, on est là pour vous accompagner. Merci et au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.